De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus, une heure de débat et d'échange autour d'une thématique au nom assez flatteur, n'est-ce pas, l'approche introspective de la société antillaise pendant la pandémie. Grosso modo, on va voir comment on a géré cette pandémie-là. Et pour nous aider à nous décoder nous-mêmes, nous avons sur le plateau notre sociologue préféré, Raymond Otto. Bonsoir Raymond. Bonsoir Luce, tu vas bien? Oui, ça va, moi ça va. Je suis toujours vivant, donc je suis content. Et nous avons également Daryl Pézeron. Bonsoir Daryl. Bonsoir Rod, bonsoir la Guadeloupe. Et Ouais, puisque non, ouais. Daryl... Je suis devenu abonné ici actuellement. Daryl, il est blasé, là, tous les jours, il est à Canal. Donc, non, non, toujours content d'être là, ici présent. C'est juste que je dois organiser tellement de choses pour pouvoir toujours être actif et pouvoir répondre surtout à tes appels. Donc, toujours du bien et surtout l'idée que je me fais vis-à-vis de Canalis, c'est de pouvoir permettre justement aux plus jeunes de leur montrer que oui, vous pouvez participer à des médias et c'est l'occasion de vous montrer et de contribuer à l'élévation de nos voix sur l'archipel en fait. Donc voilà. C'est un peu le travail que j'essaie de faire avec toi justement. C'est pas une mise en avant pour rien, c'est vraiment que tu fais un gros travail. Ici en Guadeloupe sur l'aspect informatique, mais pas que l'aspect informatique numérique. Tu es très engagé dans tout ce que tu prends en main et j'ai beaucoup apprécié. C'est pour ça que d'ailleurs je te sollicite assez souvent. C'est parce que tu fais un bon travail et je te salue encore pour ça. Bon. On est en pandémie, en crise depuis plus de 18 mois maintenant. Comment se porte la population, Raymond ? Tout va bien ? On est aujourd'hui ? Oui. Non. Les gens ne vont pas vraiment bien. J'écoutais les infos avant d'arriver ici, où on a un certain nombre de maladies chroniques qui ont émergé suite on a vu avec le diabète et tout ça. Les gens sont tellement baignés dans une ambiance anxiogène que, en fait, les gens ne vont vraiment pas bien. Et je crois que c'était ici même que j'avais dit, ce que je craignais, c'est pour la fin d'année, qu'on ne soit pas dans une espèce d'ambiance électrique et que pour ceux qui jouent les apprentis sorciers à garder les gens sous pression, ils pourraient avoir des surprises. Et je me suis rendu compte, en fait, pendant un moment, je ne me suis pas occupé des réseaux sociaux, parce que ce n'est pas trop ma génération, c'est plus la génération de Daryl. Moi, je suis plutôt la génération tablette, mais tu vois, la tablette de pierre avec le burin et pour laisser les traces du savoir. Et j'étais surpris par plusieurs informations. La première, c'est une traduction linguistique où j'ai cru comprendre, selon un média français, que de menacer les gens de mort, c'était culturel chez nous. Alors, je sais qu'on est capable d'être abrutis chez nous, parce que depuis quelques années, on a une floraison d'intellectuels qui sont un peu tarés. Enfin, il faudra qu'on en parle de ces intellectuels, de cette sphère intellectuelle guadeloupéenne, les sachants guadeloupéens. C'est pour ça que depuis 20 ans, j'ai toujours refusé d'être associé à ces personnes, puisqu'en fait, je garde cette définition de Coluche de l'intellectuel. C'est la personne à qui tu poses une question. Lorsqu'elle finit de te répondre, tu t'interroges sur la pertinence de la question que tu lui as posée, tellement qu'il y a une distanciation entre l'énoncé et la réponse. Et hier, je crois que c'est Samuel qui a dit cette chose, ou Ariane Slade, Samuel Damour, qui disait que l'intellectuel guadeloupéen est arrivé au point qu'il arrive à complexifier quelque chose qui est très simple à exprimer. Oui. C'est très français en soi. Politique, en tout cas dans l'échelle politique française, effectivement, j'ai déjà remarqué ce genre de situation où on te dit quelque chose et soit pour éviter la question, soit pour essayer de noyer le poisson, comme on dit. Oui. Donc, et on fait comme si ça passe, tranquille, on ne relève pas. Mais le pire, c'est qu'on nous conditionne. Alors, toujours, tu vois, ça devient lorsque tu m'invites, parce que quelquefois, je décroche de toute ma... Parce que moi, je suis très dancehall reggae. Ça peut paraître. Non, j'ai des locks intérieurs. Donc, en fait, moi aussi, pour le coup, alors. Oui. Et j'ai décroché tout à l'heure et j'ai entendu une annonce qui m'a bien fait rire, c'est Papy Grandfond, qui a été financé par l'Europe. Alors, Papy Grandfond t'explique effectivement qu'en période d'intempéries comme en ce moment, en fait, il ne faut pas que tu te déplaces lorsqu'il y a un orage parce que les routes vont inonder et tout ça. Et je me suis dit, tiens, après, vaccinez-vous pour ne pas aller au CHU, on te sort effectivement que... ne sort plus pour pas aller au CHU.
dans le discours, on ne te dit pas, on va réparer les routes et refaire les voiries pour qu'effectivement que les eaux s'écoulent et qu'on n'ait pas de routes inondées et coupées, puisque, je veux dire, chaque année, le mauvais temps revient à la même époque. On est d'accord, c'est cyclique. D'accord. C'est la seule femme fidèle que je connais de ce territoire. Chaque année, ça revient comme une chanson. Et là, on t'a sorti Papy Grand Fonds, financé par l'Europe. Alors, deux choses. Soit on a vraiment un problème avec la communication, ou soit vraiment on nous prend pour des tarés. Parce que ça veut dire qu'on ne peut jamais aspirer. Et dernière chose que j'ai envie de partager avec toi, pour commencer, pour te parler de l'état d'esprit des gens, parce que ce matin, j'ai encore croisé quelques personnes bien aigries, mais à juste titre. Nous sommes restés 8 semaines à peu près confinés, plus ou moins. Et c'est maintenant qu'on fait des travaux de rénovation des voies. Et les gens sont aigris depuis ce matin. Mais en fait, les gens ont raison. Parce qu'on était confinés, mais tu as raison, parce qu'on était confinés, mais les activités se sont poursuivies. Il n'y avait aucune activité à l'arrêt pendant la période de confinement. Qu'est-ce qui t'empêchait de refaire les routes? Pendant qu'il y avait moins de monde sur les routes. Effectivement. Quelqu'un peut m'expliquer? Et ce matin, effectivement, j'entends et on t'explique effectivement que ça va durer jusqu'au 14? Non, jusqu'au 15? 15 15, un truc comme ça. novembre. Et qu'il faut que tu sois patient. Alors, je ne sais pas, pendant le temps de confinement, qu'est-ce que je faisais? J'essayais de repeindre le ciel. Comment les gens ne voulaient pas que les gens soient aigris? Et les gens sont vraiment aigris. Hein. Les gens sont tendus. Et je crois qu'il va falloir effectivement que nous puissions désamorcer. Alors, pour revenir au titre, oui, il faut qu'on essaie effectivement de se réconcilier, d'être au rendez-vous avec nous-mêmes. Et je remercie Daryl parce que par 3 fois, je l'ai rencontré au sortir de tes émissions. Et on a échangé, le courant est passé parce qu'il disait cette chose, entre vous qui avez fait et nous qui arrivons, comment on fait le lien? Mais oui, puisqu'on a fait plein de choses, hein. On a fait plein de choses qu'on est en train de déconstruire. Je prendrai l'exemple du GIPRASPEG où effectivement on est en train de s'acharner à déconstruire des parcours de soins. Alors j'ai entendu le directeur du CHU dire qu'il faudra reconstruire les parcours de soins. J'ai pas encore bien compris le truc. Mais pourquoi les avoir déconstruits déjà? Alors que c'est vrai que la problématique Surtout, du GIPRASPEG, elle est symptomatique. Surtout, il y a une chose qu'il faut que les gens sachent, c'est que lorsqu'on est arrivé, on était une trentaine de professionnels à travailler sur le projet. D'accord? Il n'y avait pas l'ARS. On n'était même pas encore en préfiguration. Il y avait la DSDS. À l'époque, c'était M. Martin Patrice Martin qui était le DSDS. C'est-à-dire que lorsque les professionnels ont commencé à travailler gratuitement, puisque c'est de l'ingénierie gratuite, il a fallu effectivement avec l'aide effectivement de cadres de la DSDS qui nous ont donné un coup de main pour pouvoir comprendre comment fonctionnaient les lignes financières, on s'est mis ensemble pour pouvoir construire pour le pays Guadeloupe. Alors, lorsque je vois aujourd'hui que les gens sont en train de faire des choses en douce, puisque pandémie, selon eux, personne ne regarde ce qu'ils font, et tu vois qu'en fait, que les gens créent une association tranquillement. Pire, tu vois que des gens qui normalement étaient censés dans la file active de ce qu'on avait monté, puisque c'est pas parce qu'effectivement on n'est pas au devant, et c'est peut-être ça le drame de cette société, c'est que comme la plupart des gens qui font des choses ne sont jamais au devant. C'est vrai. Donc les gens ne savent pas qu'on est au courant. Mais lorsqu'on a monté ça, on n'a pas monté ça pour nos paumes. On a monté ça parce qu'effectivement, on avait un problème de prise en charge de l'alcoolisation, qu'elle soit fétale ou adulte dans ce pays. Et singulièrement, j'ai envie de faire un clin d'œil au docteur Elisabeth. Elle est déjà décédée. Ah, j'ai un trou de mémoire. D'abord le docteur Skoll, après elle a remplacé le docteur Skoll à la rue Raspail, c'est là où il y avait le centre d'alcoolologie. À Nice Narfez, toutes ces personnes-là, au docteur Romuald, au docteur Eno, vous voyez, toutes ces personnes-là ont donné de leur science, ont donné de leur temps. Puisque à l'époque, il y avait le programme régional de santé. Et aujourd'hui, on voit effectivement que ce travail qui a été fait, sous prétexte, puisqu'on est l'un des rares GIPRASPEG qui fonctionne et qui n'est pas déficitaire. C'est là où beaucoup n'ont pas compris finalement. À un moment donné, on s'est demandé si c'était la directrice qui faisait pas son job, vu qu'elle était dans le collimateur. Oui, Myriam était là aussi. Madame Chollet était là au début, puisqu'elle était... on arrivait à décrocher du temps pour pouvoir faire ça, oui. Donc elle était à la base de la création de GIPRASPEG. Après, elle a eu son détachement de la sécurité sociale. Elle a été transférée donc au GIPRASPEG. La structure tourne bien. Bon, j'ai posé mes petites questions. On m'a dit, je pensais que ça tournait pas bien en interne. Non, mais ça tourne excellemment bien parce que ça a permis de faire émerger un certain nombre de congrès régionaux du bassin caribéen.
aussi bien en périnate que d'autres choses. Les 1000 jours dont tout le monde parle avec le docteur Perianer, lui aussi faisait partie de ces professionnels qui ont décidé de mettre ce qu'on appelle en tête collée pour que la prise en charge santé en Guadeloupe soit globale. C'est avec lui, effectivement, qu'on a rajouté à toutes les interventions l'anthropologie du soin, en disant effectivement que oui, ce que tout le monde a vilipendé et que toutes les personnes qui sont montées pour dire que oui, c'est du folklore, l'été et tout ça. Non! Le soin appartient aux institutions. La santé appartient à l'environnement et à la population. Et je suis désolé, on ne peut pas transformer les notions au gré du vent ou au gré des enjeux politiques. Et cette chose-là, lorsque je l'ai écoutée, je me dis, eh bien, c'est-à-dire en fait, 20 ans après, vous avez des gens qui ont décidé de grappiller parce que vous avez mis en place un truc rigoureux, pour une fois, qui ne soit pas déficitaire, et que tout le monde a décidé de venir manger dedans. Sans se poser la question, comment on a fait, quel temps qu'on a mis, parce que certains ont mis du temps familial dedans. Donc le produit ne peut pas être fini, et là, en douce, tu vois, comme un petit rat, on essaie de capter les choses. Mais même de démanteler, là, on a failli assister à un démantèlement s'il n'y avait pas une mobilisation. Pas failli assister, cette histoire n'est pas terminée, puisque c'est les mêmes joueurs qui rejouent, et ce que je trouve qui est déplorable, c'est que en fait, ceux qui n'ont jamais mis leur bille en termes de temps, en termes de réflexion, sont les seuls que vous entendez s'exprimer dessus. C'est vrai que j'aurais pu me parler avant tout depuis longtemps, mais ça ne m'intéressait pas parce que j'aime bien voir les jeux d'acteurs. Maintenant que les jeux d'acteurs sont... Il y a quand même beaucoup de jeux d'acteurs en ce moment, ou pas? Oui, parce qu'en fait, les gens ont ce besoin de s'exprimer. Alors, il y a quelque chose qui m'a fait sourire, et tout à l'heure, on en discutait, je disais, j'ai passé mon temps à monter plein de projets, dans plein de domaines. Ce qui fait qu'en fait, je deviens érudit, puisque je ne dis jamais rien. Mais hier, j'aurais pu ramener le monsieur qui a dit effectivement que les Guadeloupéens sont les derniers qui sont arrivés. Non, les derniers qui sont arrivés, ce ne sont pas eux. Après l'abolition de l'esclavage, on a eu le Conseil des planteurs qui a fait venir des Congolais. Après, les Congolais sont arrivés en 1872, en même temps que les Indiens, ainsi de suite. Et qu'on est reparti encore sur le jeu. Mais je n'ai pas le temps de cultiver les gens. J'ai pas le temps. J'estime effectivement qu'il y a suffisamment d'outils aujourd'hui. On a mis suffisamment de choses en place pour que les gens puissent effectivement se cultiver par eux-mêmes et arrêter comme le terme à la mode, c'est le fake news. Imagine pour Daryl qui essaie de comprendre ce qui s'est passé avant, s'il n'a pas les bons interlocuteurs, il n'aura pas la bonne information. Mais il aurait une moitié de version, voire même pas un tiers de version. Un peu ce qui était arrivé en 2009 avec LKP et tout, c'est là où j'ai entendu pour la première fois ce qui était arrivé en 1960. 6, voilà, en Guadeloupe et tout, et que oui, et mai 67. Mai 67 aussi, notamment, où j'entends, oui, là, une partie de la population s'était fait avoir par un escadron de gendarmes qui était arrivé ici. Je dis, mais pourquoi on n'en a jamais parlé? C'était quoi le souci? Après, on nous a dit oui, vu que ça date de longtemps, on noie le poisson, je sais pas quoi, mais j'ai attendu la Seconde Guerre, la Première Guerre mondiale, on en parle à juste titre et tout, et pour quelque chose qui s'est passé dans notre archipel. Ici même, on n'en parle pas. Non, après, à décharge pour les gens, parce que les derniers sont en train de mourir tranquillement, donc ça veut dire que je pense encore qu'on a pu faire des documentaires, donc en fait cette mémoire sera télévisuelle ou numérisée, mais il est vrai qu'en fait on a utilisé la peur. On a utilisé la peur et en fait les gens le disent. Toutes les commissions d'enquête qui vont venir ne vont jamais révéler la vérité. Puisque la vérité, elle est factuelle dans 5-10 ans d'un événement. Après, ce sont des suppositions, ce sont des pré-notions qu'on va développer en disant il se peut, oui, voilà, il y avait effectivement le blocus et la guerre froide, donc en fait il y avait des bombes qui étaient stationnées, nanana. Et on va mélanger un certain nombre d'éléments, justement pour que ça devienne incompréhensible. Mais n'oublions pas toujours que c'est toujours les mêmes acteurs qui fonctionnent sur le même principe. Lorsque je disais avec humour la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, on était intégrés dans la France-Afrique, on était en ACP. Donc on a eu des dévaluations. Nos parents, et grands-parents, lorsqu'ils parlaient, ce qui coûtait 100 francs aujourd'hui coûte 100 000 francs. C'est simplement la dévaluation des francs qu'il traduisait. Lorsque tu parlais qu'avec 2 sous, on pouvait faire ça, le salaire, c'était 5 francs. Tu te dis 5 francs le salaire. Le salaire d'un mois de labeur, c'est 5 francs. Mais c'est simplement des rapports. Nous avions notre planche à billets. Chaque fois que je dis c'est un étudiant, il me regarde les yeux écarquillés. Oui, nous avions notre planche à billets.
nous avions notre monnaie. D'accord? Donc, en fait, lorsque je dis que l'ennemi de l'identité de ce territoire, c'est son absence de continuum d'histoire, il est vrai. Pourquoi nos parents nous ont caché ça? Ça, c'est la question que je me pose. Pourquoi nos parents nous ont caché beaucoup de choses? Oui. Et Est-ce que c'était pour nous préserver est-ce que c'était par crainte? ou par crainte pour nous? Oui. Parce que généralement, ce qui t'arrive à toi, tu n'as pas envie de le retransmettre à ton enfant, mais je trouve que justement, le fait d'en parler permet justement de prendre conscience de ce qui s'est fait avant, du travail qui a été fait, ou malheureusement de la barbarie qui a été effectuée, et voir comment on peut trouver des solutions pour que ça puisse pas se reproduire de nouveau. Par exemple, Daryl, est-ce que toi, tu reproches un peu aux anciennes générations la rupture dans la transmission? Tu sais, au début, je leur reprochais ça, puis je me suis dit, avant de leur reprocher, je vais quand même essayer de communiquer avec eux pour essayer de les comprendre. Et de là, de les comprendre, je fais un retour sur moi-même pour me dire, ok, voilà ce qui s'est passé, voilà la pression qu'ils ont reçue et tout. Et voyons voir comment par la suite on peut faire soit déjà faire en sorte que ce soit sauvegardé, et de là, de nous-mêmes, prendre conscience de ce que nos aînés ont fait pour qu'on puisse les juger, mais autrement cette fois, vu qu'on a la connaissance qu'ils nous ont donnée, et voir comment on peut faire évoluer les choses dans notre archipel, tout simplement. Et je me dis, il faut absolument qu'il y ait cette communication entre les plus âgés et les plus jeunes. Il faut une passation. Il faut une passation. Oui. Il faut des mentors. Et c'est ce que je dis tout le temps. Le problème ici, on n'a pas assez de mentors ou on n'en a pas du tout, même dans toutes les disciplines, quelles qu'ils soient. Soit le gars, il te traite comme moins que rien et il t'exploite. Soit, bon, ben, il n'y en a pas et c'est le jeune de lui-même qui doit se former de A à Z, ou alors il doit rentrer dans un système où, c'est un peu triste le terme, mais il montre qu'il est là, il attend qu'on lui donne le noce et voilà, il pourra enfin suivre. Ou des miettes, ça voilà, dépend. Des miettes. Et ça, je trouve dommage ce genre de situation. Et je me dis, bon, je ne perds pas espoir. On peut encore faire du travail, un travail à ce niveau-là. Et j'essaie, au fur et à mesure que j'avance, de rencontrer les bonnes personnes, dont monsieur, justement, et voir comment on peut faire évoluer les choses de manière positive. Vraiment. En fait, on est dans le mythe de Thésée, c'est-à-dire que chaque jour, on va récupérer la roche, on la ramène au sommet de la montagne. Et c'est vrai que sa remarque, la dernière fois, nous a interpellés, Harry et moi, et on s'est dit, mais en final de compte, nous qui croyons justement libérer l'histoire, libérer l'information, donc, ou avec Samuel aussi, avec Maître Evita Chevry, et on se rend compte qu'en fait, on leur donne la finalité de l'histoire, mais ils n'ont pas le début, donc ils n'ont pas la grille de lecture. Et donc, il y a tout un travail à refaire, qui aurait dû être fait, mais qui n'a pas été fait pour X, Y, Z raison, parce qu'on a notre histoire aussi. Hein. Le choc des générations de 86 entre les enfants de bumidomiens universitaires qui arrivent ici et qui créent une bourgeoisie et qui, effectivement, rejettent toute la partie culturelle d'avant. Est-ce que c'est pas eux les sachants un peu, la sphère de sachants qui n'a pas finalement, parce qu'on a une distorsion hein, quand même, hein, entre la voix populaire, on va dire, donc les 70% de Guadeloupéens qui avaient un positionnement précis sur, par exemple, sur la vaccination, et la catégorie sachant, donc, qui a un avis complètement opposé, qui va plus dans le sens, entre guillemets, du message véhiculé par le gouvernement. Ben écoute, concernant ça, moi, il y a une règle qu'on m'a enseignée et je pense que j'ai eu la chance quand même de faire mes études à Toulouse, donc d'avoir rencontré des éminents chercheurs. Je dis chercheurs, hein. Je ne dis pas de personnes qui ont eu un titre, qui sont assis là et qui regardent leur secrétaire pour savoir comment ils vont les renverser. Non, non, de chercheurs, c'est-à-dire de gens sur le terrain et qui font de la recherche. Et une règle qu'on m'a enseignée, c'est qu'on ne vaccine pas de gens pendant une pandémie, parce que ça crée des variants. Et comme par hasard, cette règle de base a été foulée aux pieds. Disparition. Aujourd'hui, elle revient parce qu'en fait, certains chercheurs ont décidé de rompre le silence et de dire les choses. Mais je veux te dire que c'est à se demander, et c'est là où j'ai questionné, je suis tout à fait d'accord avec lui, j'ai questionné la construction intellectuelle de nos nouveaux intellectuels qui se base essentiellement sur le dire et pas sur l'expérimentation de terrain. Or, moi j'ai découvert quelque chose que je dis toujours avec humilité. Je suis arrivé avec tous mes diplômes il y a 22 ans
Et il y a une petite dame qui me suivait. Je raconte souvent cette anecdote parce que pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et la dame, elle se déplaçait, c'est-à-dire lorsque j'allais faire une intervention à Marie-Galante, elle était à Marie-Galante, à Basse-Terre, c'est une dame d'Anse-Bertrand. Elle se déplaçait. Et un jour, tu vois, j'étais invité par la municipalité de Basse-Terre, par Madame Michaud, justement, pour faire la première conférence sur la parentalité. Il faut remettre à César ce qui lui appartient. C'est elle qui a créé la première conférence pour réfléchir sur nous-mêmes, comment nous allons construire une parentalité qui ne soit pas calquée sur le modèle français. On peut lui reprocher plein de choses, mais au moins c'est une dame qui réfléchissait. D'accord ? Au moins ça. Oui, au moins ça, pour le devenir du pays, elle avait ses convictions, elle avait ses valeurs. Et cette dame était assise parmi les invités d'honneur, et je m'en vais à la fin de la conférence lui dire merci madame parce que vous me suivez partout, et je trouve ça intéressant, avec le respect que je vous dois et votre grand âge, que vous vous intéressez à l'anthropologie de la famille. Et elle m'a répondu gentiment en créole, petite à maman, en passant ailleurs dans son radis là. Mon radis ça tellement bien que chaque fois qu'on fait une conférence, en Ravini. Pour goûter. Oui. Mais c'est blague qu'on fait là, parce qu'effectivement, on peut utiliser dicton créole, et après ça, on peut parler un paquet de français, on ne peut pas comprendre. Tu sais qu'à la fin, je me suis assis et me dire, tu es un gros couillon. Parce que en France, tu étais dans un truc de recherche, on ne croit pas avec le monde savant. Et là, la petite dame là, elle te met à zéro. Pour te dire que ton discours, il faut que tu le démocratises. Il faut qu'il soit audible. Oui. Pour tout le monde. Oui, et du jour au lendemain, je t'avoue effectivement que je suis rentré, je dis à ma mère, je me suis pris une claque, et elle dit, ah bon, pourquoi? Je lui ai dit, mais voilà, la dame m'a dit ça. Et en fait, elle a raison. Parce qu'effectivement, tu arrives avec des concepts, tu arrives en rupture avec le ronronnement du pays, tu attaques tous les concepts, violence faite aux femmes, aujourd'hui, par violence, qu'est-ce que vous entendez? Si vous définissez la violence avec les références et les représentations intellectuelles des Européens, vous avez tout faux. Parce que le gars, lorsqu'il rentrait dans la case et qu'il violait la femme de l'autre qui était mariée, qu'est-ce qu'il faisait? C'est pas une violence? Et je dis aux gens, il va falloir qu'on soit sérieux. Si on fait des études comparatives de société, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et comme je dis aux gens, lisez quand même le code noir. Enfin, il y a plusieurs évolutions. Parce que ça aussi, ça fait un cran chez les intellectuels. Parce que beaucoup de gens n'ont pas lu le code noir. Les gens en parlent par la bouche des autres. Ce qui m'a fait dire un jour que l'ennemi de la connaissance, c'est pas l'ignorance, hein. C'est l'illusion de la connaissance. Comme tout le monde dit ça, donc forcément c'est vrai. Qui a cherché à vérifier? Sur la gestion de crise, par exemple, c'est ce qui était aussi assez frappant, et qui l'est toujours à l'heure actuelle, c'est que on a effectivement un discours gouvernemental, donc on a des informations qui nous sont données. Si tout le monde effectivement allait regarder la documentation des laboratoires par exemple, ou bien surtout le laboratoire qui fait voilà, ça, déjà pour commencer. Ne serait-ce que la documentation des laboratoires, on se rendrait compte que les labos sont déjà plus francs que le discours gouvernemental, largement, qu'on a des informations qui nous sont fournies qu'on n'entendra jamais, en fait, qu'on n'a jamais entendu en 1 an et demi, mais pourtant toutes les données sont là, en fait. Tout est chiffré, toutes les données sont là. Fondamentalement, ça ne me dérange pas. En fait, je veux te dire qu'à partir du moment où tu sais comment fonctionne la communication gouvernementale, quels que soient les États, quels que soient les pays, les gens étaient choqués parce qu'il y a un intellectuel qui avait sorti une fois que dans la suite logique des personnes qui devraient être éligibles au procès pour crime contre l'humanité, il fallait y intégrer le général de Gaulle. Les gens se sont insurgés, comment ça? Et les gens leur rappellent, oui, mais les Spahis et les Camerounais qui ont voulu avoir leur pays, on les a passés à l'arme 50 quand même. On n'est pas venu au bisounours, hein. Toute la propagande qui a été faite autour pour expliquer, on te fait des films avec le soldat camerounais qui revient dans son village content. Il a fallu qu'il y ait un documentaire qui soit sorti il y a une dizaine d'années pour que les gens me fassent croire qu'ils découvrent l'atrocité de la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu effectivement qu'il y ait des documentaires et par hasard, puisque si ce n'était pas une femme de ménage qui avait jeté les films de la BBC par hasard, il y a un certain nombre de documents secrets dont on n'aurait jamais eu accès. D'accord? On n'aurait jamais su effectivement qu'il n'y a pas que les Juifs qui sont passés, les Noirs aussi sont passés. Dans les camps de concentration. On a eu les films récemment de la photographie de la mise à mort d'un bataillon
je crois que c'était des Sénégalais et il y avait deux profils dans un petit village de France. Et parce qu'on a retrouvé dans un vide-grenier ces photos-là. Donc je veux dire, on a une histoire à reconstruire parce qu'on a une histoire qui a toujours été manipulée. Donc lorsque les gens me disent qu'ils sont surpris du discours ambiant, je leur dis non. Après, chacun est libre de voir comment il mange. Et je ne reprocherai jamais à un intellectuel de saisir la balle au bon. Mais s'il veut vendre son âme, ça c'est son problème. Par contre, il ne faut pas qu'il me demande après de lui faire absolution. Non. Je n'ai pas pu être prêtre, je n'avais pas la foi. Donc en fait, chacun son métier. Mais on est dans un cadre où ils ne comprennent pas finalement la défiance de la population quand on les écoute. Il n'y a pas de défiance. Il n'y a pas de défiance. Hein. Les gens se seraient vaccinés naturellement si dès le départ, on n'avait pas essayé de les prendre pour des couillons. Oui, si on avait été honnête. Déjà dire concrètement à la population, voilà, c'est un vaccin encore en état expérimental, vous avez des risques et tout, voilà. De manière claire et nette. Voici les risques, voici les bénéfices que vous pouvez avoir. Et s'il y a souci, vous serez suivi par ça. Ben, au lieu de ça, on nous fait comprendre, vous êtes des enfants, faites-vous vacciner. Vous n'avez pas d'autre choix dans tous les cas parce que bientôt vous ne pourrez plus aller faire du sport. Déjà même pour mon propre club, j'apprends que je dois montrer mon pass sanitaire, même si je l'ai, parce que j'ai été malade et tout, et je suis resté 2 semaines chez moi sans bouger parce que voilà, tu prends le sens des responsabilités, tu n'as pas envie de contaminer une autre personne, donc tu te gères. Et je me dis, mais merde, excusez-moi pour le terme, mais je me dis, mais attends... on est arrivé à des restrictions pareilles pour obtenir une réponse, sachant que vous le voyez très bien, ça ne fonctionne pas. Et on a déjà expliqué une chose, il n'y a pas une solution possible pour arriver à cette résolution, il y en a plusieurs. Mais vous vous obstinez dans un engagement en fait. Et vous ne saisissez pas la pertinence de voir est-ce que d'autres solutions ne pourraient pas être mises sur la table pour pouvoir résoudre le problème. Et c'est plus ça qui aura choqué les gens. C'est pas en fait, je veux dire, que ce soit le précédent préfet ou l'actuel préfet, mais simplement lorsque le préfet passe chez vous, je le vois. Quelquefois, il est tiraillé entre ses convictions personnelles et le discours qu'il doit tenir. C'est un être humain avant tout. On a tendance à oublier, on les met sur eux. Hein. Mais je ne reste même pas sur sa partie humanitaire. Je passe simplement sur son humanité, pardon. Je reste sur le fait que c'est un haut fonctionnaire. Donc en fait, il n'a pas d'apparence. En fait, il n'a pas d'avis. Non, il ne peut pas donner son avis. Il a une lettre de mission qu'il doit accomplir. Il y a une dame qui a été choquée de m'entendre dire que, en fait, tant qu'un haut fonctionnaire reste dans un budget contraint qu'on lui a donné dans sa lettre de mission, il reçoit une prime. Elle me dit, mais vous imaginez ce que vous avez dit? Je dis, mais pourquoi? C'est moi qui fais si vos connaissances en matière de gestion administrative nationale soient limitées. On se pose toujours la question pourquoi, lorsque les gens sont nommés, ils font tout pour ne pas dépenser. Mais c'est simplement, plus ils restent dans une gestion contrainte, et plus ils ont une prime. Je crois que c'est Iblis qui avait posé la question à l'ancien recteur, qui a été gêné de dire oui, mais effectivement, le montant de la prime est sorti. Mais en fait, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel de dire ça. C'est une réalité pragmatique. Oui, mais comment on fait justement pour arriver à rendre aussi tabou des réalités simples et pragmatiques, comme tu dis. Surtout, sa génération, c'est la génération du numérique. Rien ne reste caché. J'avoue que nous, c'est la traque sur les réseaux. Ah, tu sais, moi, je suis pour la transparence la plus totale. Surtout dans les métiers du public. C'est de l'argent public, donc c'est l'argent public et on est toujours dans ce système. Non, il ne faut pas tout montrer parce que, parce qu'il y a des choses qui se sont faites avant qui ne veulent pas forcément qu'on découvre parce que. Ou bien des montants dont on ne parle pas, des primes dont on omet de parler, omerta dessus, et c'est vrai, et chaque fois effectivement qu'on évoque certaines primes, c'est limite, tu as droit de l'invective, c'est pas, ils vont pas démentir, hein, mais tu auras droit de l'invective. Oui, parce que ça doit rester caché, mais caché de quoi, de qui, de comment. La deuxième chose par rapport à la question que tu m'as posée initiale, comment est l'état de santé de la population, les gens se rendent compte qu'en fait, c'est pas la pandémie qu'on traite. Qu'est-ce qu'on traite? Le retard structurel de la Guadeloupe. N'oublions pas que l'actuel ARS est arrivé juste après l'incendie. Entre l'incendie et aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été mis en place? Une promesse. Des promesses. Enfin, ils ont résolu le problème
en balançant tout en fait sur le nouveau CHU. C'est-à-dire qu'après l'incendie, il y avait un autre incendie qui était social. Ils avaient oublié de mettre le service épidémiologie. On est dans une zone Caraïbe, mon Dieu, tropicale. Et vous oubliez de créer ce service-là? En plus, vous posez un CHU sur une nappe phréatique? Oui. Bon, ça, je pense qu'à terme... que ce CHU ne pourra même pas prendre la totalité du personnel Exactement, la capacité. actif, ou même voilà. des malades. Même des malades. Il n'aura pas du tout la même Et capacité. ça, on ne le dit pas Il faut de manière honnête. Sérieux. Mais comment tu peux mettre un CHU à gauche sur un territoire? Alors oui, tu vas me dire, c'est Cap Excellence qui a mis à disposition le terrain. Oui. Mais là aussi, pour la creuser, parce que moi j'aime bien prendre mon temps, et une fois que j'ouvre ma bouche après, les gens me disent ouais, tu révèles des choses. Je fais non, je ne suis jamais pressé. Prends mon temps pour faire des recherches. Comment tu poses un CHU là? Tu vas mettre des voies d'accès, d'accord, ok. On a du mal déjà à régler la sortie dans ce Bertrand Port-Louis Moule. Petit canal Mornalo. D'accord? Tu me poses deux grosses structures. Tu me poses un CHU, là, tranquillos. Et après, tu mets un centre d'agrotransformation avec des semis qui vont venir. Oui. Et en face, tu as effectivement Dotemar, qui n'est pas encore à pleine charge et qui oscille entre 8000 et 8500 voitures. Sauf si je suis atteint de cécité intellectuelle, ce qui touche beaucoup d'intellectuels en ce moment. En vieillissant, ils deviennent tébés. Lorsque tout le monde sera en charge, et allez, je suis gentil, on se fait une petite inondation comme la dernière fois avec un nuage géostationnaire. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? La route était coupée. J'en sais quelque chose? J'ai voulu la traverser avec ma vieille Corsa. Tu as dû en faire les frais. Non, elle est encore là. C'est solide. Oui, Non, on prend simplement cet exemple où la Guadeloupe était embêtée parce que les gens du Nord Grande Terre ne pouvaient pas sortir. Ça veut dire que l'organisation des soins et l'organisation des transports des malades s'en est trouvé atteint jusqu'à ce qu'il y ait écoulement de l'eau. Sauf que c'est une cuvette. Puisque ce que les gens ont oublié, c'est qu'il y a de ça quelques années, ils ont fait la voie rapide. Oui. Mais en créant un barrage sur un espace naturel qui était lié avec le grand cul-de-sac marin. Non, il faut associer les choses. Alors si moi je prends le temps de les associer, il faut qu'on m'explique effectivement pourquoi on fait venir autant de personnes pour sortir autant d'âneries. Mais les spécialistes de l'écoulement de l'eau et tout... En fait, je suis étonné de leur silence, en fait, sur ce genre de propos. Ben après, moi, je ne vais pas me faire avocat du diable, mais pour dédouaner les sociétés, puisque les sociétés, elles répondent à des donneurs d'ordre, en fait, donc c'est pas elles qui décident, en fait. On a des décideurs, et ce sont les collectivités. Non, on n'ira pas loin. C'est mardi que j'avais rendez-vous ici avec Évis Boissé, Madame Boissé. Il y avait juste eu 2 seaux d'eau que quelqu'un avait lâchés, on a appelé ça une puits. Les travaux qui viennent d'être réalisés à Jarry, tu t'imagines que tout le trottoir et ma voiture était inondée, je ne pouvais même pas rentrer dedans. Et tu as des voiries neuves, hein? Les gars, il faut qu'on arrête. Non, après, sur l'écoulement des eaux fluviales, après, c'est vrai que les gens peuvent me dire que je suis en train de sinistrose, mais je te donne un exemple qui est devant Canal. Mais c'est pas de la sinistrose, puisque chaque fois, moi je le dis, hein, on aura un épisode pluvieux. Si on a un épisode pluvieux, par exemple, sur toute une semaine, bon, on est tous les pieds dans l'eau, on est tous la tête sous l'eau en Guadeloupe. Ça, c'est clair, net et précis. On le sait. On a un gros problème à ce niveau-là, surtout au niveau d'écoulement des eaux fluviales. Et je t'ai parlé d'ici, je ne t'ai même pas parlé du gosier. Ni Pointe-à-Pitre. Mais après, s'il faut faire tout le tour des zones problématiques en Guadeloupe... La question qu'il nous a posée la dernière fois à Samuel, à Harry et à moi, sa question était pertinente. Il nous dit, je vous écoute, mais vous m'avez fait peur en disant que ça fait tellement longtemps que ça dure, et vous nous dites encore qu'on va devoir attendre 30 ans. Il a dit non. Oui, ça l'a choqué le 30 ans. Et en fait, il avait dit concrètement, ça fait 30 ans que nous connaissons, enfin, pas 30 ans, ça fait des années qu'il connaît les problèmes, voire depuis qu'il est retourné en Guadeloupe. Il a déjà fait tout le tour, et on continue à en parler encore et encore. Mais on parle toujours des mêmes problèmes. Les solutions ne sont pas mises sur la table. On ne discute pas pour allez, un après l'autre, s'il le faut, mais... Régler chaque problème petit à petit et on avance. Tu vois, et toujours dans les problématiques, ils ont arrêté effectivement le plan Covid en France.
parce qu'effectivement, la situation sanitaire s'est améliorée. Au dire des informations que nous renvoient, en discutant avec les chercheurs du national, on se rend compte qu'effectivement, qu'il y a arnaque. Ce qui est dit officiellement, c'est parce qu'il se vit dans la réalité. Mais ils ne se sont jamais posé la question qu'en arrêtant le plan Covid en termes de financement, que ça avait des répercussions chez nous. Mais oui. Et donc, il y a des gens qui se sont retrouvés parce qu'on a oublié en fait qu'on est une économie insulaire, même si on est archipélagique, mais on est insulaire, et qu'en fait, on nous demande de jouer avec les mêmes règles nationales alors qu'on est à 8000 km. Mais de tout temps, et après on va nous parler de spécifications, qu'on prend en compte nos différences. Spécificité, c'est handicap. Je ne suis pas handicapé. D'accord? Il va falloir qu'on redonne au sens leur sémantique. Parce que là aussi, c'est pas parce que les autres ne savent pas parler français que moi je dois m'associer à eux. J'ai une difficulté avec ça. D'accord? Et peut-être que les gens le vivent très mal, mais je suis désolé. La langue française, c'est une très bonne langue. Comme le créole est une très bonne langue. Je mélange les deux. Je ne les oppose pas. Il y a des choses que je peux dire qu'en créole, oui. Et si j'ai besoin de revenir au français pour ma matière de prédilection, je reviendrai au français. Mais après, comme j'ai dit lors d'une conférence à La Réunion, j'ai dit aux gens, je ne comprends pas. Pourquoi tout le monde parle réunionnais et vous parlez en français? Ce n'est pas à vous de vous adapter au français. Et lorsque tu dis aux gens, ben oui, mais l'histoire de La Réunion est fausse parce qu'en fait, les premiers habitants n'étaient pas des Français. D'ailleurs, c'était des Catins. Mais justement, Raymond, est-ce qu'on pourrait appliquer ça justement à la gestion de crise? Donc avoir une gestion de crise qui soit donc adaptée plus à nos comportements. Quand tu te fais opposer l'argument, ah mais c'est une crise mondiale, on est dans une pandémie mondiale, donc remèdes mondiaux. Ça aussi, c'est une vaste blague. Parce qu'en fait, on est dans une économie mondiale, mais qui sert la géopolitique. Je suis désolé. Lorsque le président Macron se targue effectivement que la France est le seul pays qui voit se lever le soleil et qui voit se coucher le soleil, il faudrait qu'il se rappelle effectivement que ces territoires-là, il y avait des gens qui y habitaient. D'accord? Que ces gens-là ont été exterminés, il y a une histoire. Donc ce n'est pas le rayonnement de la France. Et puis lorsque tu sais que tu n'as pas les fonds dédiés pour ta politique, ben, tu essaies de baisser ton claquet et d'être moins brillant. On a remarqué que la difficulté qu'on a eue pendant cette pandémie, ce n'est pas le fait effectivement que tu as une pression des représentants régaliens de l'État. C'est pas ça. C'est-à-dire, on a fait quoi aux gens avant? Et vous vous souvenez, on a tous participé aux conférences sur la loi NOTRe de décentralisation de SACI. C'est la recentralisation sur les établissements publics de coopération intercommunale. C'est eux les vrais décideurs. Et la pandémie t'a dit, coucou, je siffle la fin de la récréation. Tout ça, c'était des conneries, d'accord? Marche arrière toutes, ah oui. Le maître du jeu, c'est moi. C'est moi qui redistribue les cartes. Et ça aussi, on a eu un silence de tous nos politologues sur cette question-là, parce qu'effectivement, elle est dérangeante. Puisqu'on est dans une montée en puissance intellectuelle à faire des conférences à ne plus finir, pour dire effectivement que nous allons tendre vers effectivement une autonomie de décision. Autonomie de décision. La France est un pays régalien et surtout de centralisation. Et ça ne changera jamais. Si on vous donne une décentralisation, on ne va pas donner les moyens humains ni les moyens intellectuels. On l'a vu. Si vous voulez mettre quelqu'un à genoux, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aime bien prendre cet exemple puisque c'est pour moi l'exemple le plus flagrant pour expliquer simplement les choses aux gens. C'est-à-dire que tu es astreint à une pension alimentaire que tu es censé verser le 5. Mais comme tu as envie d'embêter la belle, tu vas la verser le 9. Ce mois-ci. Elle va se réhabituer en disant que comme tu la verses le 9, donc elle va organiser ses dépenses pour le 9. Tu décides effectivement, non, ce mois-ci c'est le 1er. Après c'est le 15. En fait, on est dans un jeu où personne ne dénonce rien parce qu'effectivement, tout le monde se tient. Tout le monde est complice. Aujourd'hui, moi je suis assez amusé de cette situation. C'est qu'en fait, les jeux de rôle dont on parlait tout à l'heure avec lui, tu vois, tranquillement dehors, je lui dis, mais c'est bien. Pourquoi aujourd'hui il y a un silence au niveau de l'ARS et des établissements médico-sociaux? Simplement, la plupart des établissements médico-sociaux ont une gestion douteuse. Ils se sont engagés dans ça. Merci. Comme on dit, engagement et cohérence. Il faudrait que je parle de cette partie-là de... Et donc, en fait, lorsqu'on discute avec des amis, ils me disent, oui, mais ma structure, j'ai dit, mais quelle est la gestion de ta structure? Dernièrement, il y a eu des accords par rapport au mouvement de grève ou les associations, se sachant pas toujours en règle au regard de la loi,
mais les instances de contrôle fermant les yeux, puisque généralement on a une tati ou un tonton ou un cousin qui travaille là. Mais on pourrait dire la même chose pour la région, hein, lorsque vous regardez le cabinet. Oui, on est en famille. Mais lorsque vous regardez la finalité, aujourd'hui, la fin du game non, on te dit, bon, moi je ne reprends pas ce déficit-là. Tu fais comment? C'est vrai qu'il y avait une espèce de jeu, on voyait qu'avant, il y avait une espèce de jeu, chaque fois qu'il y avait une structure en déficit, boum, on avait une grève derrière, puisqu'il n'y avait plus d'argent pour payer qui que ce soit, donc forcément, tu as un mouvement social derrière. Après, il y a une pression qui est mise sur l'État, et l'État est obligé de venir. Après, il y a des pseudo-négociations, et on dit, bon, on débloque une enveloppe. Mais oui, mais les gens n'ont toujours pas compris qu'à ce jeu de dupes, ça ne trompe personne. Parce que la finalité de tout ça, lorsque je disais mardi gentiment que l'action sociale n'est qu'une action décentrée et de répartition des richesses des entreprises, ça veut dire que si les établissements médico-sociaux ne font plus leur travail, eh bien, tout le monde se retrouve en string dans ce pays-là. Alors déjà, on a un fort taux d'endettement, à la fois chez nos classes moyennes et un peu moins sur les personnes dépendantes, puisqu'elles dépendent des transferts sociaux. D'accord? Personne n'a encore évalué le coût des décès, parce qu'il y a un coût réel, même si la mort est empathique, mais financièrement, elle te tombe dessus, elle te plombe. Donc tu as des familles qui sont déchirées. Lorsque tout ça va être mis dans la marmite, je ne suis pas sûr que ce sera la vaccination qui sera la préoccupation des gens. Je ne suis pas sûr. Et là, de plus en plus, les gens sont en train de monter en pression parce que j'ai fait l'appel mardi pour les stages pour les gamins. Parce qu'effectivement, tout le monde est en situation de stress parce qu'il y a des entreprises qui ont déposé le bilan. On n'en parle pas du tout. On est focalisé sur de la vaccination pour l'instant. Oui, mais moi j'aime bien parce que y a quelqu'un qui a dit que oui, mais Pfizer a inventé. Parce que je lis plein de conneries sur Internet. De temps en temps, le soir, lorsque je fais rien, je reviens dans le monde. Pfizer a inventé le Viagra et personne ne s'est trompé. Là encore, c'est l'ignorance des gens. Lorsque le Viagra est sorti, ça a tué plein de gens parce qu'effectivement, on est une population avec des pathologies cardiaques. Donc effectivement, c'est bien que tu avais une érection du faux du Dieu, mais après tu rejoignais ton créateur. D'accord? Sauf que si les gens n'étaient pas si ignares, ils auraient su qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes de 14-15 ans qui utilisent le Viagra. C'est devenu un élément de trafic pour la performance sexuelle. Donc ça me fait toujours sourire. Je ne réponds jamais sur Internet. Mais lorsque je me rends compte... C'est vrai qu'ils ont pris plein d'exemples comme le... Mais parce qu'effectivement, les gens sont ignorants. Mais ce sont les sachants. Le problème, c'est qu'on a une catégorie sociale, on a une tranche de la population, elle est quasiment identifiée. Moi, je pense qu'elle est quasiment identifiée, mais qui se sont positionnés justement en donneurs de leçons et qui ont utilisé des exemples. On a besoin de se réconcilier. De toute manière, aujourd'hui, tout le monde le sait. Que vous soyez vacciné ou pas, vous avez la même charge virale. La difficulté, c'est que on n'aura jamais d'extinction de la pandémie parce que tant qu'on aura des vaccinés, ils ont des réservoirs de trucs. Je veux dire, à partir du moment où vous êtes acquitté de la lecture, vous avez quand même la compréhension, donc vous pouvez lire des revues et arrêter effectivement... En communication, on a tout l'inverse qui sort. C'est pour ça que moi, des fois, je lis des papiers, je lis les rapports, mais j'ai l'impression, pas d'avoir un problème, mais il n'y a pas de cohésion, en fait, entre ce que je lis et la réalité, en fait, tout ce qui est dit dans le discours. Il va falloir que les gens... se réconcilier pour cette vie-là. C'est-à-dire que toutes les télés, les radios qui ont opposé les gens entre vaccinés et non vaccinés, c'est pas ça. Ça m'a rappelé le Rwanda. C'est bien pour te dire que dans une même famille, un mec qui était Hutu ou a tué sa femme qui est Tutsi parce qu'effectivement, à un moment donné, on a mis une petite graine de la discorde. Non, nous sommes sur le même archipel. D'ailleurs, le vouloir vivre ensemble, ce qu'il y a de bien avec nous, c'est que le Marie-Galante vit bien à Marie-Galante, même s'il a créé ses quartiers à Pointe-à-Pitre, tu vois. Et donc, il va falloir qu'on se déjoue de ces oppositions de façade. Pour moi, c'est stupide. D'ailleurs, j'ai fait un trait d'humour et j'en terminerai par ça, où même je lui ai dit, il était mort de rire. Je dis aux gens toujours, la vaccination, c'est quelque chose d'intime. C'est comme la sodomie. Chacun gère... Ah oui. Donc, c'est pas commun. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais on a banalisé.
On a banalisé, Quoi, même donc, dans la vaccination, la vaccination. l'autonomie. Oh mon Dieu. Oh là là là. Bon, on va discuter d'une, mais pas de l'autre. Mais c'est vrai que la vaccination, même dans les images, Oui. même dans les images, le fait de montrer des injections dans des spots de publicité comme ça, tous les jours, toute la journée sur Internet, on voit des aiguilles, c'est des messages subliminaux, ça rentre. Oui, mais nous ne sommes pas un peuple anti-vaccin, puisque nous vivons dans un pays tropical où, effectivement, nos enfants ont toujours dû faire face à plein de maladies. Donc, déjà, les gens qui veulent parler d'anti-vax, ils sont complètement stupides. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas l'histoire du territoire. Ou qu'ils veulent Je stigmatiser. veux pas comprendre. Ou ils veulent stigmatiser. Ben, le moment moutounisme ne nous emmènera nulle part. Moi, je pense qu'en fait, il faut qu'on ait un discours apaisé, équilibré, et que ceux qui ont fait le choix de se vacciner, je n'ai rien contre, hein. Je dis toujours, je suis à jour de ma vaccination. Par contre, ce que je ne prends pas, c'est que quelqu'un veuille effectivement me dire ça ou ça. Et je suis campé sur mes valeurs, et j'aime bien dire aux gens, il y a une limite à ne pas franchir. Et là, on est en train de la franchir, et après, ce qui va arriver dans cette société, elle va arriver. Dernière chose, j'ai écouté les radios du matin. Tu as les malades qui sont en train de monter au créneau et qui ont dit qu'ils vont s'asseoir dans le bureau de Madame Denux. Oui. Alors, je ne sais pas si elle va pouvoir se protéger de ça, mais lorsque toutes les personnes qui ont diabète, problèmes cardiaques et autres vont décider effectivement pas expression créole que j'aime bien, mettre en route sur elle, et je laisserai le soin à qui de droit de faire la traduction linguistique, puisqu'il est très fort dans ça, il ne faut pas que les gens se plaignent. Parce que dans notre société, il y a une chose qu'on a oubliée, et je l'ai redit encore mardi, dans toutes les grèves, ce sont les femmes qui ont toujours porté les coups fataux. Les femmes ne rigolent pas chez nous. Il ne faut pas trop les provoquer. Non. Les hommes vont parler beaucoup. Les femmes agissent. Et là, de ce que j'ai entendu cette semaine, les gens sont vraiment en colère. Oui, ça monte. Alors, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir barrer Trois-Rivières pour protéger qui habite Trois-Rivières, mais en tout cas, les gens ont intérêt à faire attention. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'être venus ce soir pour qu'on parle un petit peu de l'état de la société guadeloupéenne après ces 18 mois de gestion. Le point Covid était assez intéressant aujourd'hui. Vous avez entendu, c'était vaccination. Non, j'ai coupé le même bête show. Non, si j'ai arrêté ça. En tout cas, c'était vaccination à tout va. Ils sont vraiment sur la même lignée que le gouvernement. Ils ont déjà annoncé la couleur. Ils ont demandé la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 juillet. Parce qu'ils ne peuvent vacciner qu'en état d'urgence. Donc on sent bien qu'ils veulent pouvoir encore garder la main pour activer le levier vaccination comme ils l'entendent. J'ai vu un peu les réactions sur les réseaux. Ça se tend. La situation est en train de se tendre. Et là, il y a de plus en plus de médecins qui témoignent. Enfin, il y a beaucoup de gens qui commencent à parler. On a le Texas qui refuse la vaccination obligatoire. Enfin, il y a partout dans le monde est en ébullition. Le monde est en ébullition. Donc, il faut qu'on amorce ça. Je voudrais juste dire, pour sortir un peu vite fait de la vaccination, il y avait une école qui devait ouvrir par rapport, enfin, une association qui s'appelle Racine, je crois, qui devait mettre en place panafricain, qui a été fermée par notre cher préfet parce que je ne sais quelle est la raison, mais en tout cas, le rectorat avait donné son aval. Oui. Et je trouve dommage que quelqu'un qui vient d'arriver et tout se permette de dire non, c'est. On a des personnes qui décident ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. On a pu le constater. Après, le problème, c'est qu'il y a certains des intellectuels, justement, qui ramènent ça sur la coupe coloniale, enfin, que c'est un problème colonial, alors que, on n'a pas besoin d'en arriver jusque-là pour valider une école panafricaine ici en Guadeloupe, où la majorité de la population est afro-descendante. Passez une bonne soirée sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.